Bonjour à tous et bienvenue dans The Little Big Show, épisode numéro 15. Cette semaine, on reçoit Alicia Tandria. Alicia est animatrice télé sur Antenne Réunion, où elle anime les émissions Regarde Ensemble et Zoom sur. Alicia est également coach en développement personnel dans le cadre de son activité BCBG Consulting, Be Cool, Be Good. En gros, elle fait le tour de l'île avec son camping-car revisité où elle reçoit les Réunionnais qui ont besoin d'un coup de pouce dans leur projet. D'ailleurs, elle me reçoit dans son camping-car et je vous invite à écouter tout de suite notre conversation. Alicia Tandria dans The Little Big Show, c'est tout de suite. Bonne écoute. Ok. Alicia, bonjour. Bonjour Julien. Salut, merci, tu me reçois dans ton... BCBG Mobile. Ouais, dans ton espace, dans ta caravane. C'est assez impressionnant là, on est à Saint-Paul, sur le front de mer. On est dans une ambiance de fin du monde. On est dans une caravane fleurie. Oui, exact. Toi, tu as la vision sur les fleurs et moi, j'ai la vision sur l'océan déchaîné. Voilà. Que les gens n'arrêtent pas de venir voir d'ailleurs depuis ce matin. Donc Alicia Tandria, comment tu te présentes ? Quand tu te présentes, on va dire, professionnellement ? Professionnellement ? Ouais. J'aime bien dire... c'est ce que je vais reprendre l'expression que j'utilise quand je parle de mon métier aujourd'hui, aussi bien à la télé qu'en tant que coach. Je dis je suis une artisane de lumière qui aime bien éclairer la meilleure partie de vous-même. D'accord. C'est comme ça que je vois mon travail. Et quand tu veux être plus précise sur... on va dire retourner plus sur la terre. Ouais, bah c'est très terre à terre en fait. C'est à chaque fois que je rencontre des gens, que ce soit derrière un écran ou en réel, en développement personnel, c'est que j'essaie toujours de voir ce qu'il y a de plus joli en eux pour pouvoir le développer et comment dire, leur permettre d'être à fond dans leur potentiel. D'accord. Voilà. Bon, et pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es animatrice sur Antenne Réunion. C'est ça. Dans l'émission Regarde Ensemble et Zoom sur. Entre autres, ouais, absolument. Ces émissions sur quoi ? Parce que moi, perso, je regarde. Je vais te faire une confidence, je ne regarde pas non plus la télé. Bon. Non, ce sont des émissions sur... alors, Regarde Ensemble, c'est une émission qui permet de découvrir ce qui est d'intéressant à La Réunion au travers de la région. Donc, par exemple, actuellement, la saison est autour de l'innovation. Donc, on va rencontrer de jeunes entrepreneurs, et parfois pas de jeunes entrepreneurs, mais des entrepreneurs tout court, qui ont une idée assez nouvelle sur ce qu'est une entreprise. Ouais. Et j'adore cette émission parce qu'elle est axée très portrait humain. Qu'est-ce qui fait ta valeur ajoutée ? Qu'est-ce que tu peux apporter de plus à La Réunion ? Et les rencontres que je fais sont vraiment géniales, quoi. Donc, alors, ça me plaît. Celle qui t'a le plus marqué alors ? Il y en a eu pas mal, mais entre autres, j'ai beaucoup aimé ma rencontre avec les Red Samouraï. Oui, ok, je vois voilà, très bien, ça m'a marqué parce que je me suis amusée. J'étais au boulot et en fait, j'ai participé à un de leurs katas, donc voilà. Il y en a plein d'autres qui m'ont marqué, mais celle-ci était autour du jeu. On parlait de management agile et ça m'a beaucoup plu. Voilà, Zoom sur, après, c'est un petit peu différent. On fait un zoom sur quelque chose en particulier, une entreprise ou un service ou une personne. Donc là, c'est un peu plus institutionnel comme magazine, mais j'aime bien aussi. C'est des magazines, en fait, plutôt tendance entreprise, en fait. Ouais, pour le coup, on dirait que cette année, c'est la vibration dans laquelle je baigne, les entreprises. Pour revenir en arrière et prendre la machine à remonter le temps, toi, tu viens d'où ? Je viens d'où ? Tandria, c'est pas mon nom de premier naissance. Nom de... Non. Voilà. Je viens d'où ? Écoute, j'ai eu la chance d'avoir un papa militaire, donc j'ai beaucoup bougé. Donc souvent, quand on me dit « tu viens d'où ?», je réponds de partout, parce que j'ai eu la sensation d'être toujours en mouvement dans ma vie. T'es née à Nantes, ça je suis née à Nantes, ouais, absolument. Mais enfin, maman m'a pondu là parce qu'ils étaient là à ce moment-là. Mais, au passage, quoi. Voilà, c'était vraiment au passage. Je crois pas que c'était l'objectif que de me faire naître à Nantes. Mais c'est une belle ville, toutefois, que j'espère découvrir un jour d'ailleurs, parce que j'ai 36 ans et j'ai toujours pas vu ma ville. Mais voilà, je suis née là-bas et après, tous les 2-3 ans, nous avons déménagé. Donc, il était militaire Il était gendarme, officier gendarmerie. Donc du coup, La Réunion d'ailleurs a fait partie d'une de ses mutations. D'accord. Et dès que j'ai posé le pied sur l'île, j'avais 13 ans. Je me suis dit là, je crois que tu as trouvé un endroit qui te ressemble et tu vas forcément y revenir. Et pourtant, j'étais petite, mais... Et t'es resté, donc t'es arrivé à La Réunion à 13 ans. 13 ans. Resté combien de temps Je suis restée jusqu'à mon bac. Maintenant Ouais, non, je suis restée jusqu'à mon bac. Donc j'ai fait toutes mes études collège et lycée.
Et je suis repartie pour faire... Parce que mon père a été muté, donc je suis rentrée en métropole pour faire mes études supérieures. Et j'ai atterri à Bordeaux. D'accord. Très belle ville d'ailleurs, j'ai passé beaucoup de temps là-bas, j'ai beaucoup aimé. Sauf que assez vite, l'ambiance générale de la métropole devenait difficile pour moi. Le simple fait de ne pas pouvoir converser avec son voisin, le fait de paraître bizarre quand on dit bonjour dans un transport public ou d'avoir toujours le sourire même quand il pleut, tu vois, c'est un peu ce que je suis. Et les gens avaient un peu une attitude, je sais pas, c'était genre mais qu'elle est bizarre celle-ci, elle doit pas être très nette. Et ça me déplaisait. Donc très très vite j'ai eu envie de revenir à La Réunion. Vraiment. Et tu décrirais comment ton enfance ? Oh, très heureuse. Je la décrirais comme étant... Mes parents m'ont donné cette confiance en moi très tôt. Ils ont très vite autorisé la parole, ils ont très vite autorisé le débat. Donc ça, je pense que c'est ce qui construit un individu. Ouais. Ils ont été remplis d'amour pour moi, donc évidemment, je peux que les remercier aujourd'hui. Ils m'ont appris comment structurer mon temps. Ils ont été vraiment des modèles. Après, maintenant, j'ai réussi à m'affranchir de tout ça pour aussi trouver ma voie, mais j'ai eu une enfance très heureuse, vraiment. Et une enfance à faire quoi exactement ? Riche. C'était quoi alors, c'est marrant parce que... Tu faisais de tout, extrêmement de tout j'aime bien tester des trucs, carrément. En sport, quand j'étais petite, je disais à papa, j'étais un peu casse-cou, petite. J'ai été élevée comme un petit garçon, d'ailleurs j'ai 2 frères. Donc, mon côté féminin est arrivé très tardivement. Et je disais à papa, j'avais 6 ans je crois, je dis moi je veux faire du judo ou un sport de combat quel qu'il soit, mais je veux me battre. Et papa il m'a dit mais non, c'est pas un sport de fille ça, non c'est pas possible, tu feras de la danse parce qu'une fille ça fait de la danse. Et je l'ai super mal pris en fait à l'époque. Tu fais de la capoeira alors? Non, en plus il m'a mis en école de danse, donc danse classique, tous les trucs de filles quoi. D'accord. Et au début, je l'ai super mal pris. Je pensais que c'était comme une punition quelque part, qu'on m'autorisait pas à faire ce que j'avais envie de faire. Et aujourd'hui, franchement, avec le recul, je me dis qu'il a carrément eu raison parce que d'abord, c'est devenu une de mes passions, que ça m'a permis d'avoir un corps que j'aurais peut-être pas eu si j'avais fait du judo ou autre type de sport de combat. Et qu'en fait, ça m'a permis de découvrir en moi une féminité qui était complètement insoupçonnée à cet âge-là. Donc, d'accord, ok. Voilà, j'ai démarré par ça. Et en activité, après, je faisais d'autres choses comme de l'escalade, de l'équitation. Je jouais au foot avec mes frères. C'était... Et tu te souviens de ton enfance avant d'arriver à La Réunion ? Assez peu, en fait. Quand j'y réfléchis, j'ai des souvenirs de vacances, beaucoup. J'allais chez mes grands-parents qui habitaient La Rochelle. Ouais. Et j'ai des souvenirs de me balader en culotte l'été dans le jardin de ma grand-mère à jouer dans les tuyaux d'arrosage à la tombée de la nuit parce qu'il faisait trop chaud. Des souvenirs de gosse, quoi, de manger mes raisins secs le matin parce qu'elle avait toujours une petite boîte pour moi. Ta grand-mère ? Ma grand-mère, voilà. T'as des bons souvenirs de ta grand-mère ? Ouais, que je vais aller voir bientôt d'ailleurs, là, quand je vais aller en vacances. Qui avait toujours un petit morceau de chocolat le soir après dîner pour me faire plaisir. Tu vois, ce genre de détails d'enfant, quoi. C'est elle qui m'a appris à lire l'heure avec une boîte de camembert et, tu vois, une fausse horloge d'enfant. Je joue au Monopoly, ce genre de petits souvenirs de gosse qui sont remplis de joie en fait, tout simplement. Ouais. Et donc les souvenirs que tu as après sur La Réunion, au moins la découverte. Alors la découverte, déjà ici, je suis ado quand j'arrive, donc j'ai quitté des amis qui étaient... C'est pas forcément la période la plus facile pour changer d'environnement quand t'as 13-15 ans. Je pense que mes parents se sont inquiétés au début du genre elle a quitté des amis qui étaient très importants en métropole et on l'oblige quelque part à aller à 12 000 km sur une île. Donc la vibration au départ c'était de l'inquiétude. Et dès que j'ai mis le pied sur l'île, j'ai souvenir d'être sortie de l'avion et de m'être dit waouh, je suis déjà bien en fait ici. Par contre il faisait super chaud, on est arrivé à une... en fait c'était waouh aussi. Je me suis pris presque un évanouissement tellement il faisait chaud et puis les moustiques, tous les trucs de début quoi. Mais au-delà de ça, c'était le sentiment d'être rentré à la maison. C'est bizarre, hein, parce que je suis pas d'ici. Non, c'est bizarre, ouais. Mais j'ai eu cette impression d'être arrivé à la maison, d'être chez moi. Et je me rappelle très clairement m'être dit, un jour tu reviendras, parce que je savais que c'était pour une mutation. Tu savais que c'était pour 5-6 ans. Voilà, pas plus. 5-5 ans, t'es déjà resté 5 ans. Dans ma tête, c'était de toute façon tu reviendras. Et t'as débarqué où ?
Et j'ai débarqué à Saint-Denis, puisqu'on était à la caserne Mérine, rue Macauliffe. D'accord. La bonne gendarmerie de centre-ville, quoi, tu vois. T'étais en caserne. En caserne, bien sûr. D'accord. Mais c'est pas grave parce qu'on était habitué à ça et parce que finalement ça fait partie de la vie d'enfant de gendarme. Mais à côté de ça, j'étais surfeuse, donc j'ai découvert les jouets de l'océan. C'était pas surfeuse du bar à choix, hein, mais non, pas du bar à choix. On allait à Boucan-Canot à l'époque. D'accord. À l'époque, on pouvait encore. On pouvait encore. On n'avait même pas l'idée du risque que pouvait encourir d'ailleurs. Hein. J'en parlais encore ce week-end avec une amie, une dame qui pourrait être ma maman, mais qui surfait en même temps que moi quand moi j'étais gamine. D'accord. Et on se disait, tu te rends compte, Valérie, quand on était à cette époque-là, dans les années 90, quoi, en fait, il n'y avait pas de souci, quoi. Maman, elle me disait, il va y avoir des branchies qui vont te pousser au corps tellement t'es dans l'eau, quoi. On passait notre temps dans la flotte. Ouais. Aujourd'hui, on regarde l'océan. Aujourd'hui, on apprend à faire des bonsaïs ou je sais pas quel ou truc. On va randonner. On va plus dans l'eau, quoi. C'est terminé. On va au lagon, tu vois, on va au lagon. Ce week-end, j'étais à Trou-d'eau. Voilà, on fait en sorte de se baigner dans des endroits où on sait que c'est sécure, c'est sûr. Ouais. Mais ça a été une super activité pour moi, le surf, parce que c'est un sport de dépassement, c'est un sport de joie, c'est fun. Voilà, ça a été vraiment le sport le plus intéressant que j'ai pu faire ici à La Réunion. Et quand tu débarques dans le nouveau collège, comment ça se passe l'intégration ? Alors, comment te dire ? Déjà, à la base, je devais aller... Je creuse. C'est quoi ? Je creuse. Je devais aller au collège Juliette Dodu. Ouais. Et en fait, je suis arrivée en cours d'année, donc il n'y avait plus de place. Donc j'ai débarqué dans un collège où il restait de la place, c'est-à-dire le seul où c'était possible, c'était Saint-Michel. D'accord. Je sais pas. Ce qui est logique puisqu'il faut payer la scolarité. Et donc là, ça a été compliqué. Au début. Après, je m'y suis vite faite parce que. Mais ça a été compliqué parce que je passais d'une vie remplie de liberté, remplie de... Voilà, moi je suis quelqu'un qui vit les choses comme ça, spontanément, comme ça vient et tout. Et dans ce collège-là, qui est très rigoureux, c'était tout l'inverse. On avait des règles, tout était... Il y avait des barreaux aux fenêtres. Enfin voilà, j'ai eu le sentiment... Le mot qui me vient, c'était j'étais dans une prison, quoi. En plus, t'habitais dans une caserne. Et j'habitais dans une caserne. Mais assez vite, je me suis dit, tu sais quoi, t'es là, donc prends-en pour... Enfin voilà, prends ce qu'il y a à prendre de bien. Et je me suis fait de bons amis, donc ça a été. Je fais une bonne scolarité. Voilà, c'est juste il fallait accepter ce changement au moment où je suis rentrée dans ce collège. Après, je suis allée à Lecomte de Lille, donc ça va. Ça a été. Du coup, et là, tu fais une rencontre assez spéciale où il y a quelque chose qui, en tout cas, te change un peu ta vie, c'est que tu rencontres un prof de philo. Ouais, au collège, au lycée, pardon. Quelqu'un qui t'a intéressé intellectuellement, quoi. Ouais. Alors c'est rigolo parce que je pourrais te décrire son visage, mais je me rappelle plus de son nom. Ah. C'est bizarre, hein. Comme quoi, y a pas de Shazam pour les visages encore. Non, ça n'existe pas. D'ailleurs, tu devrais créer une application pour ça, je pense. Vraiment. Pourtant, je suis très physionomiste, mais ce qui m'a marqué chez cet homme, c'est plutôt sa vibration et son discours. Ouais. Plus que son nom et comment il était. Il avait une attitude très désinvolte, mais il était toujours assis sur les bureaux avec des positions genre alors je vous écoute. Voilà, il était amusant. C'est un prof de philo, il était fun. Non, mais t'as des profs de philo qui sont chiants. Ça arrive. Ça m'est pas arrivé, moi. Ça t'est pas arrivé ? Non, pourtant, j'ai fait 4 ans de philo, parce qu'en prépa, t'en fais 2 aussi. Non, mais je pense que dans n'importe quel métier, t'as des gens chiants et des gens intéressants, c'est ça que je veux dire. Ouais, donc ça doit exister. Moi, j'en ai pas rencontré non plus, mais ça doit exister. En tout cas, lui, il était tout sauf chiant, il était plutôt très intéressant, et on avait hâte d'aller à son cours. Ouais. Il m'a fait découvrir Spinoza, il m'a fait découvrir toute cette il parlait en joie en fait, donc forcément j'avais envie de l'écouter et c'est là que j'ai eu le déclic et je me suis dit mais en fait tu peux pas mener une vie sans t'intéresser à comment tu te développes personnellement en fait, c'est pas possible. Comment tu veux prospérer si tu sais pas qui tu es ? Ouais. C'est pas possible. C'est un peu comme arroser une rose en pensant que c'est un baobab, ça fonctionne pas, enfin tu vois, c'est à un moment donné voilà. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait vraiment que j'en prenne soin et que je commence très tôt à découvrir ce qui faisait ce que j'étais. Qui tu étais. Qui j'étais. Tu t'es posé quoi comme première question ? Pourquoi je suis dans cette famille ? Qui suis-je ? Qu'est-ce qui vraiment me fait lever le matin avec le sourire ? Qu'est-ce que je peux apporter à ce monde ? Voilà, ce genre de questions. Qu'est-ce que j'ai de plus ou de moins ? Est-ce que je suis pareil ? Tu vois, des questions existentielles un peu, mais qui font que, à un moment donné, même si t'as pas les réponses, la question, elle travaille déjà en toi, quoi.
Et est-ce que c'est des questions qui reviennent chez des gens qui viennent te voir Bien sûr. quand tu es coach? Parce que finalement, c'est des questions plus d'ado, quoi. D'adultes, même. D'ado, tu trouves, toi? Bah, si à l'époque, tu avais 13-14 ans. Ouais, mais... Enfin, ou 16 ans. 16 ans. Mais où est-ce que j'ai eu mon bac en plus avant la majorité, mais tu t'aperçois qu'en fait, ce sont des questions auxquelles parfois certaines personnes n'ont jamais apporté de réponse ou n'ont jamais posé la question, en fait. Il m'est arrivé de rencontrer des gens qui avaient le double de mon âge et qui s'étaient jamais posé ces questions-là. Donc, Peut-être un peu dommage qu'on n'apprenne pas ce genre de truc à l'école. moi, je pense qu'effectivement, ça devrait faire Au moins partie se d'une poser matière ces à l'école. questions, hein. Ouais, absolument. Bah, quand on a fait 4 ans de philo comme toi, tu peux être que convaincu en même temps. Ouais, mais bon, c'est la philo des textes, la philo des. Ouais, mais mais bon, c'est vrai que bon, on apprend au travers de ça aussi. Hein, ça fait réfléchir. des c'est mentors, voilà, il y a automatiquement des courants de pensée qui vont te permettre de t'affirmer pour ou contre ce que tu es en train de lire. Donc ça y contribue, ouais, c'est sûr. Ouais, bien sûr. Et donc tu te poses ces questions-là, mais aussi à un moment donné, tu te dis, là j'ai eu mon bac. Je sais plus quel bac t'as eu déjà. J'ai eu un bac L. Bac L, bah Ouais. oui, forcément. Et en même temps, tes parents se barrent. C'est ça. Donc et tu pars avec eux. Et il faut que je parte avec eux. Et tu vas à Et là, Bordeaux. la grande question, non, au départ, c'était même pas sûr. Moi, je voulais, si tu veux, le peu de réponses que j'avais à cet âge-là, c'était ce qui me plaît dans la vie, c'est le voyage, c'est le mouvement, c'est le changement. Voilà, ça, j'en étais sûre. Depuis toujours, j'en suis C'est convaincue. surf en fait. Entre autres, ouais, j'aime bien surfer sur la vague de la vie. Si tu veux, on peut faire cette comparaison-là. Donc, il était hors de question que j'aille dans une branche qui me fige. Donc, je suis partie dans l'option du tourisme avec cette vérité à ce moment-là qui était pour moi. Et à l'époque, mes parents sont mutés à Paris. D'accord. Et l'école de tourisme que je veux faire, elle se trouve ou à La Rochelle ou à Bordeaux. À La Rochelle, il y a ma grand-mère, chez qui j'allais quand j'étais petite, etc., etc. Mais en même temps, tu vois, je suis plus petite, quoi. Je suis devenue grande à ce moment-là, donc j'ai pas forcément envie de réintégrer le foyer de mamie avec les contraintes de mamie. Et même si je l'adore, je veux dire, mais voilà, on a quand même deux vies complètement mon appartement. différentes. Et j'ai l'option aussi aller à Bordeaux et entamer une vraie vie de jeune adulte avec toutes les responsabilités et les conséquences qui vont avec, c'est-à-dire vivre seul dans un appart. Faire soi-même ses pâtes. Voilà, gérer ton repas, gérer tes courses, gérer ton budget, tout quoi. Et là, il y a eu une phase de transition un peu, tu vois, entre le moment où on est rentré et le moment où j'ai repris ma scolarité. Un peu de test, je dirais. Où mes parents ont vraiment cerné si j'étais capable ou pas, clairement, de faire ce choix-là. Et la réponse a été oui, donc ils ont fait confiance en se disant, bah ok, tu pars et tu vas à Bordeaux et on verra bien ce que ça donne. Et à cette époque-là, j'étais déjà amoureuse. Ah. Donc, si tu veux, j'avais, comme on dit chez nous, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire j'étais contente d'être là où j'étais parce que c'était les études que je voulais faire et en même temps, j'avais mon amoureux qui était resté à La Réunion. D'accord. Donc double inquiétude pour mes parents. Elle va se retrouver toute seule, loin de ses parents. Et en plus, son chéri, il est loin. Comment ça va se passer? Tu vois, enfin, des questions normales que tout parent se pose, quoi. Et en fait, bizarrement, en moi, ça a fait quelque chose qui est de l'ordre de ok, t'as pas le droit de te planter, quoi. Tes parents payent tes études, payent ta scolarité, ainsi que la logistique pour pouvoir vivre. Les machins. Voilà, bah, en gros, réussi, quoi. Ouais. Donc je me suis vraiment... puis de toute façon, j'avais pas de distraction possible parce que celui dont j'étais amoureux n'était pas là. Les gens qui m'entouraient, bon, j'ai pas vraiment créé de lien plus que ça. Par contre, j'étais avec ma meilleure amie en colocation, donc ça m'a beaucoup soutenue. Donc j'avais objectif réussite, quoi. Et je me suis donné 2 ans à fond en mettant un peu de côté mes besoins, mais en mettant ce qu'il fallait en œuvre pour avoir ce diplôme. Et tu avais quoi en tête? Tu voulais faire quoi exactement? Bah, à l'issue de cette école, l'idée c'était de devenir guide touristique. Mais où? Tu savais déjà? Non, je savais pas, mais là encore, ça m'a conduit dans plein d'endroits différents. Ma formation m'a permis d'obtenir la carte de guide interprète régional pour l'Aquitaine, donc c'est quand même la plus grande région de France, donc ça va, il y avait de quoi faire. Du choix. Il y avait du choix. Mais du coup, j'ai pu faire d'autres choses en Europe quand même. Un peu au Portugal, un peu du côté de la Belgique, un peu du côté de la Hollande. J'ai pu un petit peu bouger. Sauf qu'au moment où moi je sortais de l'école, c'était un petit peu la période où il y a eu... Enfin, c'était pas, même pas un petit peu, c'était carrément la période où il y a eu les attentats aux États-Unis. D'accord. Et là, si tu veux, on a tout de suite senti que dans le milieu du tourisme, ça allait être compliqué, quoi. Ah oui. Bah oui, c'est...
déjà, il fallait travailler en saison. Le peu de saison qui était possible, Il y avait moins de touristes. il y avait moins de touristes. Il y avait, du coup, on était très nombreux sur le marché à sortir des écoles et en même temps, l'offre n'était pas si pertinente. Enfin, donc, il s'est posé un petit peu cette contrainte de dire, bah bon, à un moment donné, il faut manger, comme tu me l'as dit tout à l'heure en entrant dans le camion. Il faut manger. Donc, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'accepte de risquer de continuer en saison et puis peut-être de galérer ou est-ce que je décide de carrément changer de branche ? Et ben à ce moment-là, j'ai décidé de changer de branche. Et t'es tombé sur quelle branche? Pas tombé, mais... Si, c'est carrément sauté. tombé, tu peux le dire. Je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Je suis partie dans une galerie marchande du côté de Bordeaux, là où j'habitais, et j'ai vu une annonce sur une vitrine qui disait « Cherche vendeuse inexpérimentée ». Donc il ne cherchait pas quelqu'un avec de l'expérience, mais il cherchait quelqu'un. Sans expérience. Sans expérience, voilà. Précisément. Sans expérience précisément. Laissez CV et lettre de motivation. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, t'as rien à perdre. Hein. Tu cherches un job. Ouais. Pourquoi pas ? Et là, je te parle de ça à une époque où je savais moi-même pas vraiment m'habiller. J'avais pas forcément de style en tant que femme ou jeune femme. J'allais dans une boutique française avec des pantalons taillés à la française. Et enfin, tu vois, le truc un peu chicos. Et j'ai quand même tenté en me disant, de toute façon, c'est toujours pareil, on fonctionne à l'objectif. Tu dois payer tes factures, tu as décidé d'assumer ta vie, très bien. Envoie ta lettre de motivation et ton CV. Donc j'avais un CV rempli d'expérience de tourisme, mais absolument pas ne serait-ce même de commerce en fait. J'avais même pas vendu une banane. Et je me suis dit, la différence, je vais la faire dans la lettre de motivation. Donc j'ai envoyé une lettre de motivation, je ne saurais plus te dire ce que j'ai écrit dedans, mais à la fin, je me rappelle très bien de ce que j'ai écrit. Ouais. J'ai écrit « Ne cherchez plus, vous avez trouvé la personne qu'il vous faut ». Et je me suis dit, bah c'est bon, au pire, elle m'appelle pas, et au mieux, elle m'appelle, et on peut en discuter au moins. Eh ben, j'ai eu un appel. Elle s'appelait Muriel Elbaz. Je la côtoie toujours d'ailleurs. D'accord. Par SMS. Elle me dit « Je vous ai contacté uniquement pour connaître la tête de la personne qui avait pu oser écrire une chose pareille dans une lettre de motivation avec un CV comme le vôtre. » Et moi, j'éclate de rire. Je dis, bah, je suis bien contente de vous rencontrer. On va en discuter, alors c'est bien ça. Elle me dit, oui, maintenant que vous êtes là, on va faire l'entretien. Elle m'a gardé 3 heures, Julien. Ah ouais. À la fin des 3 heures d'entretien, où elle m'a fait passer le bac, j'avais le droit elle m'a posé des tonnes de questions. Que Spinoza, vous avez 4 heures. J'étais en train de négocier mes congés pour mes fiançailles à la fin de l'entretien. Je savais même pas rien signer, que dalle. D'accord. Et ça a fonctionné. J'ai fait le temps que j'avais à faire chez elle. Ça s'est très bien passé. L'expérience a été géniale. Donc tu vois, comme quoi, quand tu as un objectif, même si ça correspond pas tout à fait aux critères de départ, ça peut fonctionner si tu crois en ce que tu es capable de faire. Ouais, et puis si tu as un peu de culot, quoi. Un peu, ouais. Aussi, il faut avoir un peu de culot, c'est important. Et du coup, donc là, Donc j'ai t'es bossé guide, et après, tu bosses dans une... Je bosse dans une boutique. Une boutique. Donc j'apprends ma féminité, j'apprends l'empathie, j'apprends la gestion des autres. Ouais, c'est vraiment, t'apprends ça, parce que bah oui, complètement. tu l'avais pas du tout. Ah bah non, la seule marque de féminité que j'avais à l'époque, c'est que j'avais les cheveux longs, mais c'était pas du tout... pour moi, c'était pas important. Si tu veux, voilà, j'étais née fille, bon bah super, très bien, ça devait se voir, quoi, mais j'étais pas du tout dans les délires des filles qui vont acheter... je sais pas, 10 sacs à la semaine, ou je sais pas s'il y a des filles qui font ça, mais en tout cas, c'était pas... Au départ, c'était pas du tout ce pourquoi je vivais, quoi. Ouais. J'avais pas d'intérêt à ça. Et là, j'ai appris ce que c'est que le tweed, comment on fabrique un pantalon, la forme ceci, la forme cela, le corps d'une femme, celle-ci tu peux pas l'habiller avec telle forme de pantalon parce que ça fonctionne pas, les associations de couleurs, si tu mets telle couleur à ton visage, ça te fait des ombres, et puis tu vois, tout cet apprentissage finalement qui m'a fait du bien quand même, parce que que tout le monde devrait avoir à l'école. Ben oui aussi, même si l'habit ne fait pas le moine, il y contribue un petit peu, tu vois. Ouais, non, je comprends. Et je me suis féminisée avec ce job-là, mais j'ai surtout appris d'un point de vue humain, vraiment. Voilà, c'était très très intéressant de rencontrer tout type de femmes qui venaient chercher parfois bien plus qu'un pantalon, et surtout de l'écoute, qui avaient parfois besoin qu'on les rassure. Voilà, c'est le principe d'une conseillère normalement quand tu viens dans une boutique et qui te propose telle ou telle tenue, quoi.
Ouais, bon, c'est le bon côté parce que moi je me souviens, j'étais conseiller univers forme à Decathlon Saint-Jean-de-Vedas à Montpellier pour payer Voilà. mon loyer. Et bon, bah voilà, la consigne c'est bon, le mec il vient acheter un tapis roulant, il faut qu'il reparte avec des chaussettes, des chaussures, des gourdes, tout ce qui va avec. J'imagine. Mais ouais, c'est vrai que en fait, c'est toujours intéressant de rencontrer le monde entier dans un magasin, quoi. Ouais, tout à fait. Il y a tellement de gens qui ont tellement de vies différentes et intéressantes que... et donc, alors, comment tu te retrouves à La Réunion après, en fait? Alors, parce qu'à un moment donné, tu passes le concours enquête de talent chez Antenne Réunion et... C'est ça, mais ça, c'était bien après. Après cette expérience, en fait, entre-temps, je me suis mariée et... Avec Monsieur Tandria. Voilà, et on avait le choix soit de rester à Bordeaux, soit de rentrer à La Réunion. Et en fait, le jour où on allait pour visiter un terrain pour acheter dans les Landes, lui recevait un appel de La Réunion pour dire on peut vous proposer un job, en gros c'est maintenant ou jamais, quoi. D'accord. Donc moi ça n'a fait ni une ni deux dans ma tête, c'était ok, voilà l'opportunité qui se présente enfin, on lâche ce qu'on devait aller visiter et tu dis oui à cette opportunité et on verra ce qui se passe. Et par le biais, lui après il a obtenu son poste et par le biais du rapprochement de conjoint, j'ai pu démissionner et le retrouver ici directement à La Réunion, donc on s'est retrouvés là. Et il fait quoi? Alors lui il est dans la carrosserie automobile, donc tout ce qui est autour de l'automobile et du moteur et de la carrosserie et tout ça, quoi. Ok. Voilà. Donc je me retrouve à La Réunion avec pas de job qu'il faut retrouver. Là c'est dur parce que là tu te retrouves dans un endroit où il y a plus de 20% de chômage quand même. Oui, et puis avec des compétences qui sont pas, comment dire, à l'époque... si tu veux, moi quand je suis arrivée pour valoriser le diplôme que j'avais et la compétence que j'avais dans le tourisme, on m'a dit ça va être compliqué. Pour deux raisons. D'abord parce que souvent les guides ici à La Réunion sont des enfants du pays. Ouais. Donc c'est vrai qu'on s'attend plus à voir quelqu'un de La Réunion qui va cause un peu créole, quoi. Ouais, alors c'est le cas parce que j'ai grandi ici, mais on s'attend pas à voir forcément mon visage peut-être, ou tu vois, il y avait ce côté peut-être... En tout cas, c'est ce qui m'a été donné comme message il y a maintenant longtemps, hein, ça a changé depuis, hein, mais... Et la deuxième chose, c'était, en gros, vous avez trop de diplômes, quoi. À l'époque, cette branche-là du tourisme n'était pas encore... obligatoirement diplômante, tu vois. D'accord. Et quand j'arrive, je voulais valoriser ça. Bon, bah voilà, hein. C'était pas forcément important, quoi. Donc très vite, j'ai compris que ça allait être compliqué de trouver du travail, en tout cas à ce moment-là, dans cette branche-là. Ouais. Donc je me suis dit, bah ok. Donc là, on est quoi? On est en 2005, 2006 Non, on est en 2000. Attends, mon fils est né en 2004, donc on est en 2003 là. 2003 et là, je me dis, bah très bien, tu as une autre compétence qui est le conseil en images, donc tu vas rechercher là-dedans et puis on verra bien. Donc j'ai bossé pour une boutique du Sud à Saint-Pierre. D'accord. Et ça s'est super bien passé. C'est là que j'ai passé mon BTS en management en plus. J'ai encore beaucoup plus appris. C'est quoi la boutique? Jean-Paul C. Je connais pas. Tu connais pas? Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a comment dirais-je, des vêtements pour hommes et des vêtements pour femmes. D'accord. Mais essentiellement pour hommes quand même. Et qu'il y a surtout un panel très large. On peut habiller quelqu'un qui va se marier et quelqu'un qui va sortir avec un jean et un... Donc voilà, c'était vraiment très sympa comme expérience. C'est quoi la plus grosse problématique des hommes qui viennent s'habiller? La plus grosse problématique des hommes. En fait, c'est très simple à habiller un homme. Qui te demande des conseils. C'est quoi leur plus grosse demande de conseils? La plus grosse problématique, c'est que souvent, les hommes ne voient pas les nuances de couleurs. Ne voient pas les couleurs du tout, je pense. Ouais, j'ai appris après qu'il y avait beaucoup d'hommes, effectivement, qui avaient un problème de daltonisme, en fait. Donc, c'est très rigolo parce que une nuance, par exemple, entre un parme, par exemple, et un rose, bah, pour eux, c'est rose, quoi. Oui, bah, je suis tout à fait d'accord. Tu vois, ça. Donc quand ils venaient chercher leur chemise, souvent ils me disaient bon Alicia, choisis, je sais que... voilà, on m'a dit que le thème c'est ça, choisis pour moi, tu sauras mieux trouver la couleur. Ça c'était très drôle. Donc c'est beaucoup plus facile à habiller un homme qu'une femme, bien que maintenant ça a évolué, etc. Mais là où j'ai eu le déclic par rapport à ce job-là, c'est que j'ai compris que c'était important de faire un lien entre le paraître et l'être. Il y a des dames ou des messieurs qui arrivent avec une page de magazine de Rihanna ou je ne sais pas qui et qui me disaient je veux ça. Mais tu ne pourras jamais. Sauf que ni moi ni toi nous ne sommes Rihanna et que c'est quelque chose qui correspond à cette nana-là, avec ce qu'elle est, son milieu, tu vois. Et moi, tout mon travail, c'était de faire comprendre à la personne qu'elle a tout un tas d'atouts,
tout un tas de choses très sympas et qu'on peut mettre en valeur en fait. Il fallait que j'arrive à comprendre au travers de la photo ce qu'elle voulait finalement. Est-ce que c'était quelque chose de l'ordre du sexy, quelque chose de l'ordre de l'élégance, quelque chose, tu vois, et que j'arrive à saisir ça pour ensuite l'appliquer à la personne. Donc en gros, qu'est-ce qu'elle cherche dans son paraître qui parle de son être? Tu vois l'idée? Oui, je vois. Et pour le coup, c'est très intéressant dans le job. C'est plus juste vendre des fringues, quoi. Bah non, ouais. C'est vraiment comprendre ce que la personne vient chercher. Un peu comme quand tu vas chez le coiffeur et que tu dis à la personne j'ai grand besoin que vous vous occupiez de ma tête. Ouais. Mais est-ce que du coup, il n'y a pas un côté du vous voulez paraître comme ça, mais est-ce que ce serait pas mieux de savoir qui vous êtes pour Bien sûr, vous habiller comme vous êtes? Oui, et c'est là que tout a... J'espère qu'on n'est pas en train de perdre l'auditeur. Non. Tout est en lien en fait. L'image que tu dégages vis-à-vis des autres, si elle n'est pas en correspondance avec qui tu es à l'intérieur, ça fait un bug. Ouais. Tu vois, et ça se voit vite. Ça se voit tout de suite. Ouais. Ça se voit très vite. Ouais. Je dis souvent aux gens, ne travestissez pas qui vous êtes. Alors, c'est la tendance de notre siècle, un peu de travestir qui on est, d'être mainstream, quoi. Et voilà. Et moi, tout mon taf, c'était ça. C'était de leur faire comprendre, vous avez des choses qui sont belles en vous. Cessez de voir ce qui ne convient pas et voyons plutôt ce que vous êtes bien, on va essayer de les mettre en valeur. Et ça a commencé comme ça, en fait. Et voilà, j'adorais ce que je faisais. Les gens venaient aussi pour ça. Et ça a duré un temps. Puis à un moment donné, comme j'aime bien, moi... Pas stagner. Voilà, j'aime bien le mouvement, comme tu l'as compris. J'ai eu envie d'autre chose. Et puis à cette époque-là, mes frères m'ont dit, écoute, voilà, on a envie de monter quelque chose. Est-ce que ça te dit de t'allier à nous? Au début... Et tes frères, ils étaient à La Réunion? Ouais. Quand je suis arrivée, tout le monde m'a suivi assez vite, en fait. Allez. C'est drôle parce que ça s'est enchaîné de façon assez rapide. D'accord. Bizarrement, dès lors tu que les mon as pas fils menacés. Non, dès lors que mon fils est né... mes parents sont venus en vacances. L'un de mes deux frères était en âge de rester. Il a trouvé un job, donc ils sont repartis sans un de mes deux frères. Ouais. Et le dernier était encore en études, donc il était très simple de prendre la décision de revenir avec lui pour que toute la famille soit réunie. En gros, c'est ça. Donc tu étais l'aîné alors? Je suis l'aîné, ouais. Ah voilà. Je suis toujours l'aîné. J'ai pas changé. S'ils m'entendent, je suis toujours l'aîné. Si vous m'entendez, je suis toujours votre grande sœur, ok? Bon. Voilà, donc mon fils a été un peu un élément déclencheur, pour faire venir toute la famille. Et c'est très bien ainsi d'ailleurs. Donc du coup, j'ai un de mes frères qui est paysagiste et l'autre qui est dans le marketing. Finalement, nos compétences à tous les trois pouvaient être intéressantes. Moi, j'avais l'expérience des boutiques, donc on a créé ensemble Vegetal Studio et c'était une très très belle opportunité encore. Vegetal Studio, ça existe toujours? Ça n'existe plus, non. D'accord. Non, les produits existent toujours, mais l'enseigne non. C'était quoi les produits? Par exemple, tu vois t'as peut-être entendu parler des flower box, par exemple. Non. Ça te dit rien? Ce sont des petites boîtes en céramique. Si ma femme m'entend, elle va m'engueuler parce que je lui offre jamais de fleurs. Mais là, c'est des plantes qui vivent en fait. On les plante dans de la sphène, qui est on en trouve ici à La Réunion dans les forêts primaires. C'est comme une sorte de mousse, si tu préfères, qui va garder l'humidité et qui permet aussi de maintenir des végétaux de façon verticale. Ok. Donc, au lieu d'avoir un tableau, tu as une plante qui pousse au mur. Ouais, c'est joli, c'est une bonne idée. C'était une bonne idée, mais on a fait ça en 2008 et faut avouer que c'était un peu, le début de la crise. Il y a beaucoup de gens qui trouvaient que le concept était peut-être un peu trop tôt, je sais pas. Je me rappelle toujours. C'était pas la priorité des gens, voilà, les exactement. fleurs, peut-être. Je pense que c'est tout à fait ça. Et il y a une dame un jour, elle est rentrée dans le magasin, elle me dit, Madame, il comprend pas. À quoi vous mettre de plantes dans le mur? De dire, mais c'est censé pousser dans un pot au sol. Et on a rigolé avec ça, tu vois, parce que pour elle, le concept était trop saugrenu, quoi. C'était, alors que nous, on trouvait ça génial au niveau de l'idée. Maintenant, tout le monde regarde D&Co et a envie de faire des trucs fous chez eux. Mais oui, mettre bien des couleurs plein pot les murs, quoi. Donc, à cette époque-là, on a vécu notre expérience. On s'est pris des gamelles comme tout jeune entrepreneur. On en a tiré des conséquences. Et moi, je suis tombée sur ce truc de la télé, de Enquête de talent. Ah oui, enquête de talent. Ouais, tu sais, à l'époque Popstar et tous ces trucs-là, ça faisait vraiment ça en fait. Si tu veux, Antenne Réunion. Je l'ai pas vu, moi je crois que j'étais pas là. T'étais pas à La Réunion? Non, j'étais pas à La Réunion. D'accord. J'étais en train de faire mes études. Ok, et c'était comme on avait l'impression qu'on allait participer à Popstar ou à quelque chose d'assez drôle en tout cas. Bref, Antenne Réunion disait qu'ils ouvraient ses portes à toute personne, même sans expérience d'ailleurs, parce qu'ils avaient un besoin de recruter des gens qui avaient un talent pour l'animation. Et moi, je me souviens de l'idée que j'ai eue dans ma tête, mais je ne l'ai pas prononcée, tu vois. Je me suis dit, tiens, c'est chouette. Antenne Réunion propose finalement à toute personne qui veut se présenter de pouvoir tester
au moins d'essayer. Je trouve ça chouette. Ça fait un peu parallèle avec vous n'avez pas d'expérience dans le magasin. Exactement, Hein, c'est vraiment le même genre de truc. Et sans le prononcer, alors probablement qu'il a entendu ma pensée, le papa de mon fils me dit « Je suis sûr que t'es pas capable de te présenter ». Et tu vois cette phrase là, il a dit dans le bon sens de la phrase. C'est le défi quoi. le challenge quoi. Et je dis « Ah bon ?» Mais j'ai rien répondu. Ouais. Le lendemain, je m'inscrivais sur internet, j'ai rien dit à personne. Je me suis rendue disponible pour pouvoir aller au casting et je me suis fait prendre à mon propre jeu quoi. C'est-à-dire on était 2000 à faire le poulet grillé dehors. Ah ouais, 2000. Entre 1500 et 2000 à faire le poulet, la queue quoi en fait pour pouvoir passer les auditions. Et je sais pas ce qui s'est passé, ils m'ont pris quoi. Et Ça s'est prenez enchaîné. combien de personnes Comment On était 6. On était 6 ouais. à être pris. Ouais. Parce qu'à l'époque, il y avait la radio qui se montait. Et Oui, c'est vrai, ouais. Voilà, ils avaient besoin d'animateurs pour la radio. Donc pareil, j'avais jamais fait de radio quoi. Mais quand on dit faire de la radio, c'est pas juste parler dans un micro, c'était aussi gérer toute la partie technique. Les boutons, le standard, les potards à monter, les journalistes qui font leurs journaux. Enfin voilà, c'est un vrai Les gens job. qui éteignent pas la radio dans leur voiture. Oui, et puis la gestion des micros. Enfin, c'était un vrai job qu'il fallait que j'apprenne. Et quand on m'a dit quelles sont vos compétences en radio, j'ai répondu, tu vois, avec le même bagou que quand j'étais dans cette boutique, j'ai répondu j'en ai aucune, mais ça tombe très bien par rapport à quelqu'un qui en a. Vous allez pouvoir faire exactement ce que vous voulez de moi, je veux dire, dans le sens de la marque Antenne Réunion, quoi. Ouais. Et c'est vrai que cette radio n'existant pas, ils recherchaient finalement des gens malléables. Ben voilà, ça a marché, tu vois, et c'était top, quoi. J'ai fait 2 ans exceptionnels avec des matinales en fin de parcours avec Thierry Jardineau, avec Pierrot Dupuis, avec des gens qui ont pu m'apporter un savoir-faire que j'aurais probablement pas pu expérimenter si j'avais pas eu ce job. Et du coup, elle ressemble à quoi ta vie à ce moment-là? Parce que moi, ce Oula. que j'ai noté, c'est que les émissions, c'était entre 5h et 8h du Ouais, mat. c'est ça. Du coup, ça fait un peu flipper, Alors, quoi. si tu vois, à ce moment-là, j'habite Piton-Saint-Leu et je travaille à Saint-Denis tous les jours et je dois être à 4h au studio. Ah ouais. T'imagines un peu comment se passent mes soirées? C'est-à-dire à 21h, je suis au lit et à 3h, je suis réveillée. Ah ouais. Voilà. Mais en même temps, j'apprends beaucoup à cette époque-là parce que je m'aperçois que je pensais être quelqu'un qui n'était pas du matin et je me rends compte que j'adore ça en fait. Qu'en fait, je suis quelqu'un de la nuit. Non, je me rends compte du que... grand matin. Ouais, je me rends compte qu'en me couchant tôt, en ayant un sommeil efficace et en me levant en décalé en fait par rapport aux autres, donc je me retrouve sans bouchon, avec le calme et l'ambiance sereine du petit matin. Ouais. Tu vois tout ce truc-là, cette paix intérieure que tu as quand il n'y a pas grand monde autour de toi. Et que j'arrive sur mon lieu de travail. Quand tu finis le travail à 8h, en fait, cool. je bossais pas jusqu'à 8h, je bossais jusqu'à même 13h parce qu'après il fallait préparer les émissions le lendemain. Ah oui. Mais malgré tout, c'est des demi-journées. Aux yeux des gens qui commencent à 9h, c'est des demi-journées, mais moi j'ai commencé super tôt, tu vois. Ouais. Et je me dis, en fait, c'est le premier vrai moment où je me sens privilégiée dans mon travail. Où je me dis, wow, t'arrives, il n'y a encore personne et tu repars, tout le monde est encore là. Oui. Tu sors un peu en héros, quoi. Bah oui, après, t'as un petit peu envie de dormir, donc tu fais une micro-sieste, tu vois, voilà. Mais ça m'a permis de profiter de mon petit garçon, de faire de nouvelles choses. Et puis, c'est là que j'ai vraiment appris à bien gérer mes besoins, tu vois, à faire attention à moi, à avoir une hygiène de vie qui corresponde à la vie que je voulais mener. Ouais. Et à ce que me proposait de mon travail, quoi, c'est-à-dire d'être en forme, quoi. Et du coup, c'était quoi les émissions du matin? Le matin, c'est réveiller les gens, donc il y a beaucoup d'infos, ça c'est vrai. Ouais. Mais au-delà de ça, nous, notre rôle en tant qu'animateur, quand on réveille les gens en radio le matin, tu le sais, hein, si tu prends ta voiture le matin et que tu allumes la radio, tu as envie d'avoir quelqu'un qui te met la patate, qui te fait du bien, en fait. Ouais. Et cette idée de réveiller les gens ou d'éveiller les gens, on le voit comme on veut, encore une fois, c'était, tu vois, un pas de plus vers le métier que je fais aujourd'hui. Ouais. C'était apporter une fréquence nouvelle. Je me suis rendu compte que par rapport à ma voix, je pouvais transmettre des choses sans que les gens me voient. Ouais. Ça m'apportait une forme de liberté, c'est-à-dire que j'étais pas prisonnière d'une image ou de... C'était juste ma voix qui transportait des émotions, donc ça, j'ai trouvé ça génial. Ouais. Voilà, c'était une expérience vraiment, vraiment chouette. Vraiment chouette. J'ai pris beaucoup de plaisir à ces 2 années de radio. Et bon, après, ça s'est arrêté un peu brutalement. Mais ça, c'est la vie, hein. La vie, elle te fait tomber et puis il faut te relever. Donc j'avais le choix ou de dire ok, c'est nul, je peux pas m'en remettre, qu'est-ce que je vais faire, j'aurais pu faire ça.
Mais non, ça a enchaîné sur la télé en fait. Donc la radio s'est arrêtée, mais... Là, t'as pas passé de casting pour le coup. J'ai pas passé de casting, c'est eux qui m'ont demandé. Ouais. À la base, honnêtement, j'étais partie avec l'idée que je refuserais sûrement. Parce que j'avais cette image, cette croyance dans ma tête qui était la télé va t'emprisonner dans quelque chose de... C'est Big Brother, quoi. Ouais, mais tu sais, c'est pas ça, mais quand on te met dans une petite case comme la télé, les gens attendent quelque chose de toi. Ouais. On attend que tu sois jolie, on attend que tu sois bien habillée, on attend que tu parles bien, on attend que tu reflètes telle ou telle chose qu'on attend de quelqu'un dans la télé en fait. Ce que t'as pas dans la radio. Et tu as moins ça dans la radio absolument, même si t'es en babouche derrière ton micro, ça se voit pas. Et tu peux avoir une voix... D'ailleurs, tu n'as pas de savate. D'ailleurs, je suis pieds nus, absolument. Je te l'avais dit avant de te recevoir dans mon BCBG mobile. Je suis beaucoup mieux pieds nus. Et j'avoue qu'à l'époque, je craignais un peu ça. Et je m'étais dit, ok, tu vas y aller à ce rendez-vous, mais... T'avais peur qu'on t'oblige à pas être toi en fait. Ouais. Et la première chose que j'ai dit, c'est peu importe ce que vous allez me proposer, moi, mon exigence, c'est qu'on me laisse être qui je suis. Je veux pas être quelqu'un d'autre sous prétexte que je fais de la télé. Ouais. La télé, c'est pas moi, c'est un métier. Donc, si on m'autorise à être Alicia dans la télé, je veux bien. Et ils sont comment Antenne Réunion par rapport à ça? Ils ont été géniaux. Et d'ailleurs, ils m'ont répondu, c'est justement ce qu'on veut. Donc, si tu veux, le contrat était déjà établi, quoi, si tu veux. Voilà. C'est peut-être la raison pour laquelle ils ont accepté que je reste aussi après la radio. C'est que j'ai toujours fonctionné comme ça. Moi, tu m'obliges pas à être quelqu'un d'autre. Je suis ce que je suis et puis basta, quoi. Des fois, je bafouille, des fois, je ris, parfois, je dis des bêtises. Et puis, je suis une humaine, quoi. Je suis parfaite dans mon imperfection, si tu veux bien. Voilà, je vais sauter sur l'occasion pour te demander la plus grosse bêtise que t'aies dit à la radio. Non, c'est en télé que c'est arrivé. À la radio, j'ai pas trop fait jamais dit de conneries. boulettes. Si, ça a dû arriver, mais je m'en rappelle pas trop. Mais en télé... Vexer des gens ou... non, ça, je fais super attention. J'ai tendance à me mettre beaucoup à la place des autres, donc j'essaye de... Peut-être ça m'est arrivé sans que je le sache, par contre, et qu'on me l'ait pas dit. Tu sais, le fameux gars du Téléthon qui dit « Tout le monde debout !» Tu vois, ce genre de... non, ça m'est pas arrivé. Non, mais par contre, ce qui m'est arrivé, c'est que la première... pas la première, mais... Si, c'est ça. La première émission que j'ai faite en télé... Enfin non, il y en avait eu quelques autres avant, mais la vraie émission que j'avais en charge, en matinale, tous les jours, c'était Café le matin. Ouais. Et j'ai proposé à ma direction d'avoir comme coéquipier ou co-animateur mon chien. Oui. Et en fait, l'idée était super, ils étaient complètement open avec tout ça et tout. Donc forcément, quand tu as un chien sur un plateau, tu t'imagines qu'il peut se passer tout un tas de choses. Et c'est sûrement d'ailleurs ce qui a dû plaire aux gens. C'est que comme c'était en direct et qu'il y avait une vraie crapule sur le plateau avec moi... C'était à quelle heure ça? C'était à 7h, entre 7h et 8h30. Au début, c'était 1h30, après c'était 1h. Forcément, avec une crapule comme Jack sur le plateau, il peut se passer tout et n'importe quoi. Jack, c'est le chien. Voilà, il m'a tout fait, il a pété, il est monté sur les gens, il a fait des léchouilles, il a explosé des coussins, il a mangé le petit-déj, enfin, il a tout fait, quoi. C'est le but, quoi. C'était le but, absolument. De détendre, et encore une fois, quand tu es le matin, tu as envie d'une vibration légère, pas d'un truc qui te plombe. Donc l'émission était faite pour ça. Et un jour, comme c'était du live, je le vois en fait. Pendant que je suis en train de parler, j'engueulais jamais mon chien à l'antenne, et d'ailleurs rarement en dehors aussi, parce que je l'avais pris pour ça, donc j'étais pas là pour le contraindre à rester couché, ça n'aurait aucun intérêt, tu vois. Et en fait, il savait que dès qu'on lançait le moteur, il avait compris que pendant ce temps de live, je pouvais de toute façon pas du tout l'empêcher de quoi que ce soit. Et en fait, il a mangé quasiment les 15 croissants qu'il y avait sur la table. Ah ouais. Pendant l'émission, donc moi j'étais en train de parler, je faisais mes lancements et tout, et les gens ils étaient morts de rire de chez eux parce qu'ils voyaient mon chien en train d'avaler le petit-déj des invités, quoi, en gros. Et moi je le voyais du coin de l'œil et tout, et au moment où, si tu veux, on rend l'antenne parce qu'on lance un clip ou une rubrique, je dis ce qui me sort du cœur en fait, hein. Je vais le redire là. Avec la vibration que j'ai eue à ce moment-là, je fais « Oh l'enfoiré !» Mais parce que j'étais persuadée qu'on était en off et que mon micro était coupé, sauf que l'image était en off, mais pas le son. Ah oui. Donc sur le début du clip, tout le monde a entendu le « Oh l'enfoiré !» Et ma mère qui regardait l'émission ce jour-là, elle m'appelle juste derrière « Tu vas te faire virer !» Ils vont pas te garder, c'est pas possible. Tu dis « Mais maman, c'est bon, c'est pas très grave, j'ai pas dit non plus une catastrophe. » Mais ça m'a marqué parce que c'était un gros mot déjà, que c'était un truc pas prévu et que les gens m'en ont pas tenu rigueur, donc c'est très bien. Et il y a une émission où j'aimerais bien que tu m'en parles, c'est Roule pas nous.
Oui, ça c'était en radio par contre. Ouais, en radio. Avec nous, Olivier Bassan. Ouais. Ah bah alors ça c'était aussi très très sympa en apprentissage. Déjà parce que côtoyer Nour Olivier Bassan, c'est déjà une expérience qui te permet d'apprendre. Et parce qu'en fait, on faisait face à des gens qui comment dire, avaient des soucis dans leur quotidien et qui attendaient qu'on puisse leur offrir une solution en fait. Ouais. Donc quand tu es en radio, bah, déjà tu es juste derrière un micro, donc il faut faire preuve de beaucoup de d'adaptabilité en fait pour obtenir tout de suite une réponse qui peut aider la personne en fait. C'est du live aussi. Et j'ai beaucoup appris en observant Nour, qui lui a cette capacité-là d'être tout de suite dans la bonne réponse parce qu'il a des connaissances et des notions qui le permettent. Donc ça m'a moi enrichi. Et moi de mon côté, j'avais le rôle de modérateur. Tu vois, c'était parfois on pouvait tomber sur des gens qui n'étaient pas aussi sympas qu'on l'aurait espéré. Et ça peut vite déraper en radio, surtout quand on a Nour en face qui a un caractère bien trempé, affirmé. C'est ce que j'aime chez lui, c'est qu'il il dit ce qu'il pense et puis il s'en cache pas. Pierrot Dupé est d'ailleurs pareil. Donc moi, mon rôle de modérateur, pour le coup, là, c'était comprendre les deux parties. Ouais. Tu vois, et faire en sorte que il n'y ait pas d'explosion. Il n'y ait pas d'explosion et que ma douceur naturelle puisse dégouliner gentiment sur eux et les calmer, tu vois. Et ça fonctionnait pas mal. J'avoue que notre duo était assez sympa. Ouais. On se respectait beaucoup mutuellement aussi, donc ça a beaucoup aidé. Et tu te souviens d'anecdotes ou des histoires qui t'ont marqué ? Des gens qui appellent avec un degré d'alcool un peu trop important, par exemple. Ah oui. Et qui tentent de t'expliquer que la situation qu'ils sont en train de vivre est plus possible. Et en fait, tu peux rien leur expliquer parce qu'ils sont dans leur état un peu modifié, on va dire. On vit l'expérience en live sans rien pouvoir faire. C'est un peu dur quand tu le vis parce que tu te dis mince. Et puis t'as pas envie de raccrocher, et c'est violent un peu. Tu vois, c'est un peu touchy. Si tu raccroches, tu l'as pas aidé. En même temps, tu sens bien que la personne, elle est pas dans son état normal, donc ça peut pas le faire non plus. Ça, c'est arrivé assez souvent. Hein. Même avec l'émission Ma Voyante Bien-Aimée, c'était pareil. Et c'était quoi ça, Ma Voyante Bien-Aimée ? On avait une dame qui venait une voyante qui venait. Ouais, carrément. Ça cartonnait, on avait genre 2000 appels dans les 2 heures. C'était un truc de fou, j'arrivais jamais à répondre au standard. Ah ouais ? Bah ouais, il y avait trop de monde quoi. Et là aussi, je me rends pas compte, c'est quoi la quantité d'appels sur un standard d'une radio comme ça En plus, si tu veux, normalement, il faut avoir la possibilité de filtrer. Ouais. Tu peux pas, prendre quelqu'un à l'antenne directement comme ça, tu peux avoir une grosse surprise, absolument. Donc j'essayais comme je pouvais de pouvoir faire un filtre avant, mais c'était pas toujours évident. Donc la plupart du temps, les gens étaient sympas. À La Réunion, c'est ça qui fait la beauté aussi et le charme de cette île, c'est que les gens sont par nature agréables, gentils. Ils n'ont pas une intention de nuire quoi, la plupart du temps. Donc souvent c'est des gens qui avaient trop bu ou voilà. On avait des habitués aussi, ça j'aimais bien. Par exemple, le matin on était filmé et j'avais des gens qui m'appelaient juste pour me dire qu'ils me regardaient par exemple. Tu vois, bizarre. Oui, si je l'avais pris pour moi, j'aurais pu trouver ça bizarre. Mais pour le coup, j'ai essayé d'avoir une distance par rapport à ça, mais ça pouvait arriver qu'on m'appelle juste pour me dire ça. C'était chouette. Et donc tu commences à la télé et là t'enchaînes plein d'émissions. Ouais. À la télé, Run Star, La course au trésor, Le grand pique-nique et là maintenant Zoom sur et Regarde ensemble. Ouais. Celle qui m'a le plus marqué, c'est vrai que c'est Café le matin parce que c'est une émission que j'ai créée de A à Z et que j'ai menée avec cœur, on va dire, pendant 3 saisons. Et ça m'a permis de rencontrer un invité différent par jour, tu t'imagines ? Toute l'année. Ah oui. Parce que j'avais un invité en fil rouge, des comiques qui venaient pour détendre le plateau et apporter les comiques c'était Jardino et... Non, Thierry il a été un de mes invités, mais c'était les comiques associés à l'époque qui venaient, et plus mon chien qui était la vraie crapule de la bande quoi. Donc c'était une émission très vivante et ça me ressemblait beaucoup. Après c'est vrai que ça demandait beaucoup d'énergie parce qu'il fallait être en forme tous les matins, être capable de gérer la route, la préparation de l'émission, ce que je retiens de plus important dans cette émission, ce que j'ai appris sur moi-même, c'est que je suis capable, dans des situations de grand stress, en gros, t'as ton chien qui est sur l'invité, en train de lui mordiller les mains, et tu vois, manger l'oreille, quoi. C'est un peu ça. Je me suis aperçue que j'étais avec du croissant dans la bouche. J'étais super calme, et que j'arrivais finalement à
mener à bien, tranquillement, sans m'inquiéter, la situation. Tu vois, alors qu'on est en télé et qu'il y a des gens qui nous regardent et que voilà. Et c'est le vrai live parce que c'est pas le oui, live, c'est du vrai live, ouais. Avec le 2 minutes de différé. Non, c'est du vrai live. Ouais. Puisque je communiquais même avec les gens sur Facebook. J'envoyais une selfie avec le thème du jour et les gens pouvaient parler avec nous sur Facebook. On répondait, on expliquait ce qu'on voyait et tout. Il y avait des gens qui m'envoyaient des fois les photos de leur enfant en couche avec la tchouk devant la télé. Enfin, c'était trop mignon. Il y avait une vraie relation. De toute façon, moi, tous les jobs que j'ai faits, c'était en lien avec les gens. Donc, s'il n'y a pas de partage ou d'échange, ça m'intéresse pas. Ouais. Et donc, alors j'en étais où? Excuse-moi. Je couperai ce passage où je suis complètement paumé. Non, oui, bah du coup, d'où tu sors le BCBG, quoi, parce qu'on est quand même dans le BCBG Bus, non? Comment t'appelles ça, la BCBG caravane mobile, BCBG? T'as la Batmobile et t'as le BCBG mobile, tu vois, c'est pas la même chose. Non, Be cool, be good. Be cool, be good mobile. D'où ça? En fait, j'ai le sentiment, Julien, que c'est à l'intérieur de moi depuis toujours. Tu vois, un peu comme... Coaching. Ouais. Tu vois, la graine qui est là et qui attend juste qu'on l'arrose au bon moment pour qu'elle pousse, quoi. C'est vraiment le sentiment que j'ai aujourd'hui avec le recul. Sauf que... ce qui m'a empêché, je pense, de le faire plus tôt, c'est j'avais besoin de me sentir crédible dans ce job. Il faut quoi pour se sentir crédible en tant que coach? Moi, de mon côté, je pense que c'était d'abord de vivre des choses dans ma vie, d'expérimenter des choses, de tester des outils, peut-être de vivre des épreuves ou des échecs ou des difficultés, tu vois. Et surtout de les transmuter. C'est parce que les vivre c'est une chose, mais les dépasser et s'en servir pour que ce soit positif dans ta vie, c'en est une autre. Donc je dirais que il me manquait ça à un moment donné, et puis quand je me suis sentie prête, c'est parce que j'avais vécu vraiment des moments clés de ma vie de femme. La deuxième chose, c'est que, mais ça c'est une croyance sûrement que j'ai en moi depuis longtemps, c'est que pour faire un job il faut être diplômé, donc je me sentais pas crédible tant que j'avais pas eu mon diplôme. C'est une croyance qu'on nous martèle. Mais bien sûr, c'est clair, notre société nous martèle ça tout le temps. Faut pas s'en vouloir si tu l'avais en tête. Et je suis la première à dire à mon fils, t'inquiète pas, de toute façon tu deviendras ce que tu es avec ou sans l'école. Donc, voilà, s'il faut on achètera un diplôme. Non, c'est pas ça. Non mais voilà, et malgré tout, tu vois, à l'âge que j'ai, j'avais quand même cette croyance en moi. Donc, je me rends compte et aujourd'hui je trouve ça, c'est pas si grave parce que quelque part la formation m'a apporté une méthode et peut-être au regard des gens une forme de crédibilité quand même, malgré tout. Ouais, bien sûr. Et voilà, et dès que j'ai passé ces étapes-là, je me suis dit ok, maintenant il serait peut-être temps de l'assumer et de le faire. Et le troisième élément déclencheur, c'est quand on m'a dit Café le matin s'arrête. Ça s'est arrêté quand? Ça s'est arrêté il y a maintenant 3 ans. D'accord. Et si tu veux, j'avais une quotidienne, ça m'occupait beaucoup de temps, ça me prenait même du temps perso, parce que forcément tu te couches à 21h, tu te lèves à 3, t'as compris qu'il se passe pas grand chose entre temps à part dormir. Et je me suis dit ok, ça s'arrête, bon. Et là on m'a dit mais t'en fais pas, on va trouver de quoi remplir ton temps, hein. Et ça c'est comme la phrase t'es pas capable de te présenter, tu vois, c'est une phrase déclencheuse dans ma tête. De quoi remplir ton temps? De quoi remplir mon temps, mais c'est pas possible, enfin mon temps c'est mon je fais ce que trésor, je veux de donc mon temps, ouais, puis c'est un trésor, je veux dire non. C'est soit on peut vraiment faire quelque chose dans ce temps-là, soit c'est pas suffisant et on envisage une autre solution. Et c'est ce qui s'est passé. Et Antenne là-dessus est génial parce que ils ont été force d'écoute. Ouais, ils ont été à l'écoute. J'ai pu vraiment exprimer ce que je voulais faire. Et d'où voilà, ça a déclenché le fait que je me suis allée me former et que je continue à bosser pour eux en fait, puisque j'ai jamais quitté Antenne Réunion réellement. Simplement, je me suis offert ce temps-là qu'on m'a suggéré de façon assez brutale. Quand ça s'arrête, tu vois. Ouais. Un jour, on reconduit pas la saison et puis c'est du jour au lendemain que tu reprends pas l'antenne. Ouais. Ou que tu la reprends autrement, sous des hebdomadaires ou des événements. Et je me suis dit, encore une fois, t'as le choix. Ou c'est la fin de tout et dommage, on m'enlève un truc que j'aimais bien. Ou tu décides que c'est un tremplin nouveau et t'en fais quelque chose. Et pour moi, ça a été, on m'a offert une bouffée d'oxygène en termes de temps, justement. Je pouvais enfin reprendre la danse, par exemple. Ouais. J'ai recommencé la danse de salon. Salsa, bachata, vallenato, merengue. Voilà, j'ai repris la kizomba, le samba, tu vois, toutes ces choses-là. Je pouvais retourner danser le soir. C'est très bien, parce que ça fait la transition sur Qui qui es-tu dans la vie privée? Qu'est-ce que tu fais quand tu travailles pas? En fait. Alors déjà pour la réponse à qui es-tu dans la vie privée, je suis assez identique à ce que je suis dans la vie professionnelle, tu l'as compris. Ouais. Sauf que j'ai pas de talons.
et que je suis pas maquillée. Mais sinon, ce que je fais de mon temps précieux, libre, je l'occupe à partager des moments importants avec les gens que j'aime déjà. Ouais. Donc mon conjoint, mes enfants. Je dis mes enfants parce qu'on est une famille recomposée maintenant. Mon fils et les enfants de mon conjoint, mes parents, tous les gens qui comptent, mes amis. Enfin voilà, ma vie sociale est très importante. Je danse beaucoup. D'ailleurs, les prochaines vacances en feront l'objet. On part pour danser. Partez où ? On part à Barcelone. Ah ok, cool. Voilà, j'aime beaucoup le sport, donc tout ce qui est rando nature, roller, nager, voilà, tout ce qui est en lien avec les éléments, ça me plaît. Et puis maintenant qu'on a le BCBG mobile, on bouge quoi. Ouais. Bah ouais, on bouge. Et peu importe l'endroit où on va, en fait, c'est déjà bien d'être en mouvement. Mais du coup, par exemple, si tu as un tournage dans le sud, tu vas dormir dans ton BCBG mobile ? Ça peut arriver, surtout quand la route est bloquée. Ça a dû trop te servir là. Ça devient utile, ouais, complètement. C'est à la fois le lieu où je peux accueillir dans mon activité, ça devient aussi un lieu qui accueille une vibration de vacances, entre guillemets, tu vois, le week-end ou les jours fériés où on peut bouger avec, aller pique-niquer quelque part, voilà. Et c'est aussi une mini-maison, puisque effectivement, si un jour la route est bloquée et que je suis dans un endroit où je peux pas rentrer, quelque part, je suis pas perdue, quoi. Donc ça, c'est une grande source de sérénité en fait, ce BCBG mobile, et puisque moi j'en bénéficie, je trouvais normal que les gens que j'accompagne en bénéficient aussi. Alors du coup, c'est qui les gens que tu accompagnes ? Je veux dire, quasiment c'est monsieur tout le monde, c'est des entrepreneurs, c'est des politiques. Non, pas encore, c'est pas arrivé. Alors, les gens que j'accompagne, dans l'absolu, ça peut être tout le monde, mais en réalité, j'attire beaucoup de femmes qui ont l'envie d'entreprendre, qui sont... alors, est-ce que c'est par mimétisme. Par mimétisme, je ne saurais te dire, mais c'est vrai que j'observe que ce sont beaucoup de femmes entre 25 et 55 ans, tu vois, à peu près. J'ai eu quelques hommes et puis après des gens en entreprise aussi. D'accord. Je suis contente parce qu'à La Réunion, il y a des entrepreneurs qui ont compris qu'un salarié qui se sent bien, personnellement et professionnellement, est un salarié efficace. Donc on obtient de meilleurs résultats, donc c'est sympa d'investir là-dedans. Ouais. Tu vois, enfin c'est plus que sympa, c'est utile. C'est voilà. Donc vraiment ça me fait plaisir, les choses évoluent et on arrive, tu vois, maintenant du côté de la Californie, c'est là que ça vient, il y a les CHO, les Chief Happiness Officer, voilà. Ouais. Je connais une boîte à La Réunion qui Sérieux en a un. Qui Ça s'appelle Run Concept. Ah bah, tu vois. Romain Lefebvre. C'est la deuxième fois que je le cite, sacré vénard. Non mais c'est bien. Ils sont à Saint-Gilles, au Forum, et tous les matins à 8h du matin, il y a yoga pour tout le monde. Qu'on soit de la boîte ou pas, ou qu'on passe dans la rue et on peut venir faire du yoga. J'y suis jamais allé perso, mais... Et ils ont une responsable du bonheur. Tu vois, c'est vraiment investi. Idriss Aberkan, il dit il y a deux façons de considérer un employé. C'est soit tu le considères comme un fruit et tu le presses et t'obtiens un jus, ou tu le plantes et t'obtiens un arbre qui fait des fruits. Tu vois, c'est à toi de voir. Et je crois que les entreprises comme, tu vois, du côté de la Californie, il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent comme ça. J'ai ma meilleure pote qui a vécu 15 ans en Californie pour travailler à eBay, avec aucun contrat durée indéterminée. Enfin, en gros, elle pouvait être virée du jour au lendemain. Elle a jamais, ne serait-ce que la crainte d'être virée, tellement elle était bien dans son job. Enfin, si tu veux, tout était fait dans l'entreprise chez eBay pour qu'elle se sente comme chez elle, quoi. Et elle me dit, mais tu sais, chez nous, c'est un concept, hein, le CDI. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Nous, ce qu'on cherche, c'est comment on se sent bien là où on travaille pour être le plus efficace possible. Ouais. À partir du moment où on est efficace, personne ne se fait virer, quoi. Bien sûr, évidemment, c'est un cercle vertueux. Et je suis très contente qu'à La Réunion, des entreprises commencent à intégrer cette nouvelle façon d'entreprendre, cette nouvelle façon de voir l'entreprise, et surtout cette façon bienveillante de traiter ses collaborateurs, parce qu'on parle quand même de ça à la base. Ouais, c'est super important. Une question qui m'avait échappé mais qui m'est revenue. Vas-y, je t'en prie. Si jamais, enfin, qui est-ce que tu aimerais absolument coacher? Quelle question étrange. S'il y a quelqu'un que tu aimerais absolument coacher. Pas parce qu'il fait de la merde, je veux dire. Quelqu'un que tu aimerais coacher. Alors déjà, jamais personne ne fait de la merde. Je veux dire, par exemple, je suis coach de natation, je me dis, j'aimerais bien coacher, je sais pas, tel champion de natation. Ouais, voilà. Je comprends. Mais alors, tu vois, pour le coup, c'est une question qui me fait tout drôle parce que déjà, je me la suis jamais posée.
Et parce qu'en fait, pour moi, c'est pareil quand je rencontre quelqu'un, tu vois, je sais pas ce que tu fais dans la vie, tu me l'as dit vite fait, mais je n'ai pas encore reposé plus de questions que ça. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est pas forcément le rôle que tu as en fait, c'est vraiment ce que tu es toi. Ouais. De fait, ton statut, je m'en fous un peu en fait. Ouais. Et pour moi, c'est tout le monde pareil. Ce qui va m'intéresser, c'est ce que tu dégages, c'est ce que je ressens à tes côtés, c'est ce que j'entends de ce que tu vas me répondre, c'est que tu sois, je sais pas moi, cadre chez Google ou avocat ou vendeur dans une boutique. En fait, je m'en fous complètement. Donc c'est vraiment une question qui me... Tu me dirais qui serait ton mentor dans ce métier, je saurais te répondre. Mais qui je voudrais coacher, je sais pas, tout le monde me convient. Moi, c'est un peu comme si tu me posais la question qui est-ce que tu aimerais absolument arriver à interviewer, tu vois, ou des trucs comme ça. Ah ouais. Mais par exemple, ou alors la question dans un autre sens, quelle typologie de personnes t'aimerais aider? Ah, ok. Alors ça, par contre, ça me parle plus. Tu vois, quand j'ai commencé ce métier... Et je mettrai un nom dessus si tu veux. Ouais. Quand j'ai commencé ce métier, les gens que j'ai vraiment envie d'accompagner, c'est les gens qui sont au chômage à La Réunion. D'accord. Alors ça paraît peut-être étrange de répondre ça, mais je me dis c'est pas Non, possible qu'il y ait autant de gens au chômage à La Réunion et que ce soit tous des gens, comme on dit chez nous, crétins quoi. C'est faux. La Réunion est remplie de talents. Et qu'il y ait autant de gens qui cherchent c'est ça. des employés aussi. Oui. C'est ça. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, ces gens-là ont des compétences, c'est évident, mais qui savent pas où elles sont ou qui savent pas comment les valoriser. Et à mon sens, c'est ces gens-là qui pourraient avoir besoin du travail que je fais. Donc ils m'intéressent ces gens-là, même si on pourrait dire c'est une catégorie de gens peut-être qui a pas le financement possible pour ce type d'accompagnement. Mais on trouvera des solutions. Mais je voudrais aller vers ça parce que ce serait une façon pour moi d'apporter ma contribution, en tout cas. Un mieux-être à La Réunion, parce que j'en ai rencontré des gens talentueux tous les jours dans le cadre de mon émission. Je ne comprends pas comment c'est possible qu'il y ait autant de chômage. Ouais. Vraiment. Il y a un truc qu'on n'a pas compris là. Donc voilà, si j'arrive à faire ça, ce serait top. Donc là, c'est pour ça que j'ai entamé une démarche qualité pour pouvoir être inclus, si tu veux, dans les formateurs qui peuvent bénéficier des OPCA et qui peuvent être financés par le Pôle emploi. Emploi. Être financés par le Pôle Emploi pour justement que ces gens-là puissent en bénéficier. Par notre cher Pôle Emploi. Voilà. On arrive sur les questions de la fin. On pourrait discuter des heures, je crois, mais à un moment donné, il faut les dernières questions. La lumière, je crois que tu vas pas réussir à lire sinon. si, non, je t'en prie. Attends, parce que dans le BCBG mobile, tu vois, t'as forcément... Petite technique lumière. Ah, attends, non. On est sur la lumière de fin du monde là, à on est Saint-Paul. dans la fin du monde. Bon, j'ai quand même quelques dernières questions. Notamment, j'aimerais bien que tu nous donnes un livre, une musique, un film et une citation, que ce soit celui que tu préfères, pas celui que tu préfères, celui que tu conseilles. Voilà. Alors, un livre. Celui qui a fait sens chez moi, c'est le livre de Wayne Dyer qui s'appelle Le Virage, passer de l'ambition au sens. Ok. D'ailleurs, le titre parle de lui-même. D'accord, ok. Lisez-le. Moi, je l'ai lu en livre audio, ça m'a beaucoup plu. Et oui, je pense que ça ferait beaucoup de bien à notre société si beaucoup de gens passaient de l'ambition au sens. D'accord. Voilà. Une musique. Une musique. Une musette. Une petite musette, celle que j'ai répétée en boucle quand elle est sortie, c'est Happy de Pharrell Williams. D'accord. Et comme on appelle... Tu veux nous remettre ça dans la tronche, quoi. Voilà, comme on m'appelle Miss Sunshine tout le temps, je vais te dire ça parce que ça correspond bien à comment je me lève le matin et comment je vois mes journées. Donc Happy, voilà. Un film. Un film, il y en aurait des tonnes, mais... Pas une tonne de films, non. un film. Allez, celui qui me vient là tout de suite... je vais redire celui-là parce qu'il me plaît vraiment. Je sais pas si tu l'as vu, Hector ou La Recherche du Bonheur. Non, pas du tout. Il est drôle parce que c'est un psy qui se barre en voyage parce qu'il sait pas où est son bonheur. En fait, il se rend compte qu'il écoute des gens, qu'il est censé les soigner parce qu'il est thérapeute et lui-même il sait pas ce que c'est que son bonheur. Ah ouais. Et il largue tout. Les gens qui l'accompagnent, sa nana, sa super vie bien rangée. Mais vraiment, il largue tout quoi. Et il part avec un petit carnet et l'idée de trouver son bonheur. Et toutes les péripéties qu'il vit sont fantastiques. Jusqu'à presque mourir même à un moment donné. Voilà, ce film-là. Hector comment ? Hector ou La Recherche du Bonheur. Hector ou La Recherche du Bonheur. De toute façon, je mettrai tout en... C'est sur Netflix, moi je l'ai vu. Je sais pas s'il est encore dispo, mais voilà. Une citation. Une citation. Alors, je te donnerai enfin celle de BCBG, mais
moi, celle qui m'a le plus motivée à faire ce boulot-là, c'est celle de Gandhi qui dit sois le changement que tu veux voir dans le monde et incarne-le, quoi, en fait. Vraiment. D'accord. N'attends pas que quelqu'un le fasse à ta place. En gros, c'est... Tu peux changer le monde si tu décides de changer ton propre monde déjà. Donc commence par toi. Et même si tu n'as pas l'impression que ça change grand-chose, ça change déjà tout. Et celle que je donne aux gens que j'accompagne, c'est take care, be cool, be good, always smile and be happy. D'accord. Voilà. Si t'avais... J'ai l'impression que du coup ma question va être plus triste par rapport à ce que tu viens de dire, mais je la pose quand même. Si t'avais une semaine à vivre, tu ferais quoi? Ouh là là. Il me restait plus qu'une semaine à vivre. Ouais, à la fin de la semaine, c'est fini là. Je suis partagée entre... Là, spontanément, j'aurais envie de te dire, je prends un avion et je vais voyager quelque part au calme, voilà. Parce que je mettrai encore du mouvement là-dedans, mais je me rends compte qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est d'être en paix. Donc je pense que je choisirai un endroit qui me plaît, au calme, avec les gens que j'aime très fort et que j'essaierai de passer des moments importants avec eux. D'accord. Voilà. Ok. Ouais. Si tu pouvais écrire quelque chose sur une pancarte qui est visible de tous les Réunionnais. Souriez, vous êtes vivants. Vous êtes filmé, non, vous êtes vivant. Souriez, vous êtes vivant. Ouais, c'est pas mal. Ouais, juste après la dernière semaine, c'est pas mal. Et dernière question, qui est-ce que tu aimerais entendre dans The Little Big Show? Ah, qui est-ce que j'aimerais entendre dans The Little Big Show? Une nana que t'aimerais bien, mais après je sais pas si elle adorerait être interviewée. C'est une amie à moi qui est au départ esthéticienne de métier, mais qui a inclus dans sa méthode la fasciathérapie. Je sais pas si tu connais, enfin maintenant Non. ça s'appelle autrement, c'est l'approche du sensible en fait. D'accord. Et elle est fantastique parce qu'elle est vivante, parce qu'elle est joyeuse, parce qu'elle se marre et parce qu'elle a beaucoup à apprendre sur le mouvement intérieur des gens. D'accord. Voilà. Tu nous as pas dit son nom par contre. Ah pardon, Linda elle s'appelle. Linda comment? Linda Grindu. Grindu. Et son institut s'appelle R&B. Art comme l'art. Ouais. R&B. Ok. Voilà. Bah, écoute, on verra s'il a envie, si elle a pas envie, c'est pas grave, mais voilà, on lui touchera un mot. Ok, voilà. Écoute Alicia, c'était super sympa, je te remercie beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité. J'enverrai les gens vers ta page Be Cool Be Good parce qu'il y a quand même un petit truc à voir là sur ton camping-car, il a besoin d'être rafraîchi. Oui. Voilà, il y a un Kiss Kiss Bang Bang à aller financer. J'espère que vous allez tous y aller. Je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt. À très vite et puis longue vie à The Little Big Show. Ouais, merci. Allez, Salut. ciao. Vous êtes encore là. Ça veut peut-être dire que vous avez aimé cet épisode. Si vous souhaitez continuer à écouter les épisodes de The Little Big Show, vous avez plusieurs solutions. D'abord, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez m'envoyer votre email, me rajouter sur LinkedIn ou tout simplement liker la page Facebook. Voilà, envoyez-moi vos commentaires, partagez. N'hésitez pas à m'envoyer les personnes que vous souhaiteriez écouter dans The Little Big Show. Je vous dis à bientôt.